La RDC au Nord Kivu SOS pour une intervention rapide afin d'éviter un nouveau bain de sang dans le territoire de Massissi. La sonnette d'alarme a été tirée par des membres des communautés Hutu, Houndé et Tutsi vivant à Kichanga, au nord-ouest de Goma. De la capitale du Nord Kivu, notre correspondant de la province, Primo Pascal Rodahigwa, fait le point. Selon le rapport des chercheurs de l'ONG Action Solidaire pour la Paix, les affrontements meurtriers du 27 février au 5 mars 2013 entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la milice APCLS de Janvier Moraïri ont occasionné la mort de plus de 200 personnes, environ 500 maisons détruites et plus de 2000 personnes déplacées. Les habitants de Kichanga ont exigé que ce rapport soit publié pour établir les responsabilités des commanditaires. Muchanga Kihisi Wenceslas est le président du conseil d'administration de l'Action Solidaire pour la Paix en République démocratique du Congo. L'équipe de chercheurs avec notre partenaire, ils sont partis à Kichanga, ils ont fait là 10 jours en train d'écouter tout le monde, de faire l'analyse et tout ça. Et alors, c'est après cette analyse que la population a recommandé de vulgariser des notes de plaidoyer. Nsengimana Augustin est l'un des facilitateurs des communautés de Kichanga. La récente crise de Kichanga a creusé un profond fossé entre les Houndé, les Hutus et les Tutsis. Il y a risque de revivre les tristes événements de 1993 si rien n'est fait pour anticiper et envisager des actions susceptibles à transformer positivement les conflits interethniques nés de cette crise. Les populations Hutu, Houndé et Tutsi, avec leurs groupes armés, constituent un danger permanent. L'état de vulnérabilité dans lequel se trouvent aujourd'hui les membres des communautés Tutsi, Hutu et Houndé prédispose certains à répondre à n'importe quel appel à la haine et au recours à la violence. Dans le désarroi et l'incertitude du lendemain, la population vivant à majorité dans les cas de déplacés ou dans les familles d'accueil loin de chez elles cède aux rumeurs et aux discours qui diabolisent et culpabilisent les autres ethnies. Face à cette situation, les trois communautés ont formulé une série de recommandations à tous les décideurs, dont le gouvernement congolais qui a le devoir de sécuriser les citoyens et mettre en place une bonne gouvernance. Le vice-premier ministre Alexandre Lubantabo a promis que le gouvernement congolais est disposé d'aller partout pour trouver des solutions adéquates. Nous allons nous rendre dans les différentes parties de la République du Nord Kivu où il y a des situations troublées et ailleurs. Goma, Primo Pascal Rodahigwa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La première réunion de suivi de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération à l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs d'Afrique s'est tenue aujourd'hui à Addis Abeba. Ben Ki-moon, qui participait aux travaux de la réunion, a exhorté les leaders de la région à coopérer d'une seule main pour la mise en œuvre de l'accord. Mary Robinson, son envoyé spécial pour les Grands Lacs, a qualifié l'accord d'accord de l'espoir. Mais Ben Ki-moon estime que le test de mise en œuvre ne réussira pas sans que tous les pays signataires œuvrent de concert pour mettre fin à l'impasse politique et créer une nouvelle dynamique en faveur de la sécurité humaine et du développement économique. Le patron de l'ONU s'est dit heureux d'apprendre que le président Kabila avait mis en place un mécanisme national de supervision comme prévu dans l'accord et qu'il allait personnellement en superviser le travail. Il s'est également réjoui de l'investissement supplémentaire d'$1 milliard annoncé pour la région par la Banque mondiale. Ce montant est destiné à soutenir les filets de la sécurité sociale, du commerce transfrontalier, de l'énergie et des infrastructures essentielles dans la région. Fayek, Radio des Nations Unies, New York. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De l'Union africaine s'achève aujourd'hui à Addis Abeba et en marge du sommet, il a été notamment question hier de la sécurité dans la région des Grands Lacs, alors que la nouvelle brigade d'intervention de l'ONU se met en place dans l'est de la République démocratique du Congo. Et puis il y a eu cette question taboue posée par le président Kikwete de Tanzanie, la Tanzanie qui fournit le plus gros contingent à la brigade d'intervention de l'ONU. Question taboue donc lors d'une réunion à huis clos en présence du secrétaire général de l'ONU. La voici cette question. Pourquoi le régime rwandais ne pourrait-il pas dialoguer avec son ennemi des FDLR. Christophe Boisbouvier, vous êtes l'envoyé spécial de RFI à Addis Abeba, vous êtes en direct. Le Rwanda n'est pas content, mais pas content du tout.
Oui, tout est parti, Laurent, d'une réunion de très haut niveau. C'était donc hier matin à huis clos ici à Addis Abeba sur la question de l'Est du Congo et notamment du Nord Kivu. Le président tanzanien Jakaya Kikwete, qui en effet devient l'un des poids lourds aujourd'hui de la région avec ce contingent tanzanien qui vient d'arriver à Goma. Kikwete a expliqué à ses pairs africains, le Rwandais Paul Kagame, l'Ougandais Yoweri Museveni, le Congolais Joseph Kabila, qu'il fallait une solution politique au conflit des Grands Lacs, c'est-à-dire l'établissement d'un dialogue avec toutes les forces rebelles, y compris les rebelles rwandais des FDLR. Sur le coup, le président Kagame n'a pas réagi, mais après le récit de ce huis clos ce matin sur nos antennes, le Rwanda est sorti de son silence. Ses propos sont aberrants, a déclaré la ministre rwandaise des Affaires étrangères que vous allez entendre dans quelques minutes. Christophe, à vos côtés, la ministre rwandaise des Affaires étrangères qui a déclaré ceci: les propos du président Kikwete de Tanzanie sont aberrants. C'est sa réaction, très peu diplomatique, la réaction de la ministre après la réunion des Grands Lacs qui s'est tenue hier à huis clos et au cours de laquelle la Tanzanie s'est prononcée en faveur d'un dialogue avec les rebelles rwandais des FDLR. Louise Mouchiki-Wabo, bonjour. Bonjour. Ce dimanche, il y a eu une réunion au sommet sur la crise dans l'Est du Congo. Au cours de cette réunion, le président tanzanien, Jakaya Kikwete, a souhaité la reprise du dialogue avec les rebelles congolais du M23, mais aussi l'ouverture d'un dialogue avec les rebelles rwandais des FDLR. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, les FDLR, c'est une force, c'est un groupe de génocidaires. C'est des hommes qui ont quitté le pays après avoir participé à l'élimination de plus d'1 million de Rwandais. Mais vous savez, ça ne nous étonne pas parce que les porte-paroles du FDLR, il y en a beaucoup. Il y en a qui sont très alignés au FDLR idéologiquement. Vous savez, un génocide, par rapport au Rwanda, on a arrêté le génocide, mais on n'a pas arrêté la manière de penser. Donc, il y a des sympathies ici et là, au niveau de notre voisinage, aussi loin du Rwanda. Mais le président Kikwete lui-même, qui a pendant longtemps, en tant que ministre des Affaires étrangères de la Tanzanie, fait partie de toutes ces discussions, qui tout d'un coup aujourd'hui pense que le Rwanda devrait s'asseoir à la table des négociations avec les FDLR. C'est quand même aberrant. C'est aberrant, mais je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame non plus. Il n'a pas été clair dans la réunion hier, mais nous, on n'a jamais pensé qu'il s'agirait de demander au Rwanda de s'asseoir à la table des négociations. Donc, ce qui est surtout choquant pour les Rwandais aujourd'hui, qui ont apparemment écouté sur les ondes de RFI des propos pareils, on pense tout simplement que ceux qui pensent que le Rwanda aujourd'hui devrait s'asseoir à la table des négociations avec les FDLR, eh bien, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Côté ougandais, le président Museveni ne dit pas non, lui, à un dialogue avec les rebelles ougandais de l'ADF Lanu. Écoutez, l'Ouganda, c'est l'Ouganda. L'Ouganda a ses propres manières de gérer ses problèmes. Mais je voudrais signaler ici que on sait qu'il y a beaucoup de gens au niveau de l'Europe, au niveau du monde occidental et bien évidemment dans notre région, comme vous le disiez tout à l'heure, qui aimeraient bien pouvoir cacher leur rôle et leur sympathie pour les FDLR. Mais ça ne nous étonne pas qu'il y ait, même au niveau des chefs d'État, des gens qui se portent comme la voix des FDLR. Ça ne nous étonne pas du tout. La reprise des combats au nord de Goma, est-ce que ce n'est pas un avertissement du M23 aux casques bleus qui viennent d'arriver justement à Goma ? Bon, cette brigade d'intervention à caractère offensif, c'est un élément important de ce package à caractère politique. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on puisse s'attaquer très rapidement à cette solution politique qui n'est qu'une solution politique interne à la RDC. Pour nous, la brigade, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas une solution au problème du Congo. C'est une petite contribution. Madame la ministre, merci. Merci beaucoup. Prie. À vos côtés, Christophe. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, c'est avec beaucoup d'optimisme que les populations de la région de l'Est attendent le déploiement complet de la brigade d'intervention de l'ONU qui aura pour mission de neutraliser les groupes armés, en particulier le M23. Il y a seulement quelques jours, ce mouvement rebelle a eu des affrontements avec les forces armées régulières de la RDC, résultant en plusieurs blessés. Le directeur du Bureau conjoint des droits de l'homme de l'ONU en République démocratique du Congo, Scott Campbell, nous dit que l'arrivée de la brigade spéciale a fait renaître l'espoir chez plus d'un,
spécialement dans le Nord Kivu. On a toujours des préoccupations pour que le combat ne reprenne pas et que les civils soient mis hors de danger, en notant surtout le manque de respect des droits internationaux humanitaires que nous avons vu pendant ces derniers échanges par le M23. Donc on insiste que le M23, l'armée congolaise bien sûr aussi, considère la priorité d'être la protection des civils et que tout combat soit strictement conforme aux normes de droit international humanitaire. Je sais que ça ne fait pas partie de votre mission, mais qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'arrivée de la brigade d'intervention? Les premiers éléments sont déployés. Je ne peux pas vous donner un chiffre exact, mais c'est dans la phase initiale du déploiement. Ça va prendre encore quelques semaines pour qu'il soit mis en place, mais c'est en bonne route. Et je pense aujourd'hui, leur capacité est en train d'augmenter, mais il faut juste attendre que toute la brigade soit déployée. Croyez-vous qu'avec ces éventuels changements sur le plan militaire, vous allez voir aussi une amélioration de la situation humanitaire, du respect des droits dans la région? C'est ça l'espoir ultime. Mais bien sûr, il y a d'autres facteurs qui jouent. Notamment, il faut des programmes de démobilisation des combattants, il faut des programmes de développement communautaire, etc. Donc il faut des programmes qui intègrent les différents combattants dans la société. Donc il faut une approche très holistique pour effectivement arriver à une paix durable. C'est justement l'opinion qui a été émise par le président tanzanien. Il a dit qu'il faut quand même une solution globale à la situation dans la région. Exactement, il faudrait une solution globale. La brigade d'intervention n'est qu'une partie d'une solution. Nous estimons un aspect positif, mais ce n'est qu'une partie d'une solution plus globale qui va exiger l'implication et du gouvernement congolais et de plusieurs acteurs régionaux et internationaux. Scott Campbell du Bureau conjoint des droits de l'homme de l'ONU en RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La République démocratique du Congo, le ministre congolais de la Défense Alexandre Luba Ntambo, qui était hier à Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, qui a été récemment le théâtre de troubles interethniques, des affrontements opposant des Tutsis congolais, encore appelés les Banyamulenge, à d'autres Congolais, et qui ont fait une quarantaine de blessés, des violences présentées par le ministre congolais de la Défense comme étant l'œuvre des manipulateurs et de ceux qui veulent montrer à l'opinion internationale que l'agression dont le Congo est victime tire ses origines des problèmes identitaires. Dans le même temps, le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés qui fait état de plus de 30 000 déplacés à Goma, dans le Nord Kivu, conséquence entre autres des récents affrontements entre l'armée et les rebelles du M23. Le point avec la porte-parole du HCR dans la région, Fatoumata, le jeune Kaba, que je vous propose d'écouter. La situation est telle que beaucoup de gens sont en train de fuir. Il est difficile de dire exactement combien, mais lorsqu'on se base sur le nombre de personnes déplacées qui étaient dans les camps à Mugunga, on sait qu'il y a à peu près 30 000 personnes au moins qui sont déplacées. En plus des personnes déplacées, il y a les villageois aussi qui ont commencé à fuir vers Goma et vers la ville de Saké. D'ici quelques jours, on aura peut-être une idée plus précise. Malheureusement, la violence a continué jusqu'à hier soir. On espère qu'il y aura une accalmie pour que le moins de personnes soient affectées possible. Mais pour le moment, à peu près 30 000 personnes sont déplacées. Il y a eu des tirs d'obus tout près du camp de Mugunga 3 et cela a conduit les gens à fuir. Donc c'est pas organisé. Par contre, nous devons, nous humanitaires, ACR et tous les partenaires, organiser une réponse rapide pour ceux qui arrivent à Goma parce qu'ils vont avoir besoin d'abri, ils vont avoir besoin d'eau. Ils sont partis sans rien puisque c'était dans la panique. Ici, on parle de personnes qui étaient déjà déplacées par d'autres épisodes de violence, y compris depuis l'arrivée du M23. C'est principalement des femmes et des enfants. Et donc, on doit organiser notre réponse humanitaire assez rapidement. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Grand Lac, la paix est-elle possible dans cette région uniquement par la brigade d'intervention créée par l'ONU et dont le déploiement est attendu dans les prochaines semaines dans l'est de la République démocratique du Congo? Le président tanzanien ne semble pas si sûr. Jakaya Kikwete préconise un dialogue avec les différents groupes rebelles qui troublent la région, mais sa proposition est rejetée par certains pays concernés par la crise. Jakaya Kikwete, dont le pays a mobilisé plus de 1000
hommes devant composer la brigade d'intervention, a effectivement proposé une reprise du dialogue actuellement au point mort entre le gouvernement de Kinshasa et la rébellion du M23. Le président tanzanien a aussi demandé au Rwanda et à l'Ouganda de négocier avec les groupes rebelles auxquels ils sont opposés. Il s'agit précisément des Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, et des ADF Nalu, une rébellion ougandaise. Pour Baudouin Amouli, coordinateur en RDC de la conférence internationale pour les Grands Lacs, le dialogue, la proposition de dialogue est à prendre au sérieux. Comme on a dit, le problème est global dans la région des Grands Lacs. Il n'y a pas que la solution militaire. En plus de la solution militaire qui est prépondérante, que la chef d'État ont voulu pour renforcer les stratégies actuelles, eh bien, les autres stratégies actuelles qui sont des stratégies politiques et diplomatiques vont continuer. Mais la brigade est absolument essentielle et les opérations de la brigade sont attendues. L'offre du président tanzanien est rejetée surtout par le Rwanda, dont la ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, qualifie d'aberrants les propos du président tanzanien. Nos tentatives pour la joindre n'ont pas abouti jusqu'ici. Or, une telle réaction du Rwanda pourrait avoir comme conséquence de faire baisser les espoirs suscités par les récents efforts de paix, surtout de l'ONU. La réaction à ce sujet de Baudouin Amouli. En effet, les experts congolais ont toujours demandé que l'on encourage le Rwanda à prendre langue avec les FDLR ou les autres mouvements des réfugiés Hutus à l'extérieur du pays pour créer une cohésion interne au Rwanda. Ces gens-là veulent rentrer, ils veulent rentrer au Rwanda, ils veulent être considérés, ils veulent ne pas errer dans les forêts congolaises avec des armes en pillant les villages congolais. Ils veulent peut-être trouver une voie de rentrer chez eux. Le Rwanda rejette tout dialogue avec les FDLR au motif qu'il s'agit de génocidaires qui ont quitté le pays après avoir éliminé plus d'1 million de Rwandais. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Pour le président tanzanien, autant qu'il est recommandé à la RDC de négocier avec les M23, autant les Rwanda et l'Ouganda devraient aussi le faire avec les FDLR et l'ADF Nalu. Bien que saluant les déploiements de la brigade d'intervention, Jakaya Kikwete, qui est dans la logique d'une approche globale pour la résolution de la crise dans la région des Grands Lacs, soutient que cette brigade ne résoudra pas les problèmes de fond dans cette région qui est politique. Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, a qualifié les propos du président Kikwete d'aberrants. Pour elle, les FDLR sont un groupe de génocidaires qui ont quitté les pays après avoir participé à l'élimination de plus d'1 million de Rwandais. Ceux qui pensent que les Rwandais devraient s'asseoir à la table des négociations avec les FDLR ne savent pas ce qu'ils disent, conclut Madame Mushikiwabo. S'agissant de la brigade d'intervention, Paul Kagame déclare que ce n'est ni le bon diagnostic ni le bon médicament. Pour lui, la solution pour résoudre la crise dans l'est de la RDC doit être politique parce que le problème est politique interne au Congo. Du côté congolais, pas de réaction jusqu'à présent. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, plus précisément le Nord Kivu. Dans la région de Beni, on attend l'arrivée des représentants du gouvernement de Kinshasa qui doivent faire un constat sur le climat d'insécurité et de tension régnant à Oicha, le chef-lieu, et d'autres localités. Outre la présence de multiples groupes armés, les populations font face à un phénomène de plus en plus inquiétant, le kidnapping. Qui pisait, ces cas d'enlèvement ne sont accompagnés d'aucune demande de rançon ni de revendication. Les gens sont aux abois, nous dit le journaliste Nikez Kibel-Beloka. Depuis 3 jours, la société civile a décrété la ville morte pour le territoire de Beni parce que, au bout des comptes, depuis 2010 jusqu'à ce jour, il y a près de 500 personnes kidnappées, notamment dans les territoires de Beni, entre Mbao et Oicha. Alors la société civile a décrété ces 3 jours. Mais il faut dire aussi qu'il y a un mystère dans ces enlèvements parce que on ne sait pas qui les enlève. Il n'y a aucune action de la part des autorités? Il n'y a aucune action de la part des autorités parce que, comme je le disais, les enlèvements procèdent d'un mystère parce qu'il n'y a aucune revendication et alors on ne comprend plus rien. Et on ne sait pas si ces enlèvements se font contre rançon ou bien est-ce que c'est pour enrôler ces gens dans des groupes armés? On ne sait pas. Ce qui est grave, c'est ça. Parce qu'il y a des enlèvements, il n'y a aucune revendication, il n'y a pas de rançon à demander. Imaginez, le 1er juillet 2011, c'est un médecin, le médecin directeur de l'hôpital général de Oicha, qui a été enlevé en plein jour à 15 heures. Il est parti jusqu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de revendication ni de rançon. Le 19 octobre 2012, 3 prêtres assomptionnistes ont été pris dans leur couvent. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas
des rançons et on reste sans nouvelles de tous ces gens-là. Donc, c'est un problème réel. Est-ce qu'on peut enlever même des gens qui ont plus de 60 ans pour aller dans le recrutement des milices armées? C'est toute la question. Si on prend des jeunes gens, on peut comprendre, mais ils prennent tout le monde, femmes, enfants, jeunes, vieux. Alors, ça devient comme l'absurdité. Est-ce que cela se situe dans un contexte beaucoup plus large d'insécurité à Béni? Effectivement, c'est dans un contexte d'insécurité parce que depuis le déclenchement de M23, on a pratiquement dénombré 11 groupes armés ici dans les territoires de Béni. Il y a 10 groupes, je pourrais dire, locaux, plus un groupe étranger qu'on appelle les Nalou. L'ADLF Nalou, ce sont les opposants ougandais? Oui, officiellement, ce sont des anciens opposants ougandais, mais maintenant c'est une panoplie de beaucoup de pays. Il y a des Ougandais, des Congolais, des Soudanais, des Kenyans, selon ce que nous apprenons. Il y a un silence total de la part de tout le monde, même de la population. Les autorités accusent la population d'être complice, la population accuse les autorités de ne rien faire. On croit comprendre c'est pourquoi les habitants de Béni ont gagné les rues lundi pour protester. Oui, effectivement, pour la population de Béni, les autorités politico-administratives ne font absolument rien. De l'autre côté, les autorités disent qu'ils ne peuvent rien faire sans le concours de la population pour dénoncer des incursions. Quel est l'impact de cette situation sécuritaire sur les divers secteurs de la vie à Béni, surtout l'économie? L'impact est très très sérieux parce que d'abord, les cultivateurs qu'on enlève dans leurs champs, ils ne peuvent plus ravitailler la ville de Béni. Et aussi, tout déplacement au-delà de 5-10 km devient très dangereux. C'est-à-dire que ça limite la mobilité de la population parce qu'on n'enlève pas seulement les individus qui sont dans les champs, on enlève aussi des camionneurs, on enlève presque tout le monde. Donc, il faut réfléchir par 2 fois pour se déplacer. Nikez Kibel-Beloka, directeur du journal Les Coulisses à Béni, dans l'est de la RDC. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Ce week-end, les Nations unies et la Tanzanie ont appelé à relancer le dialogue avec le mouvement du M23. Mais dans l'est de la République démocratique du Congo, tout le monde n'est pas convaincu. Certains plaident pour une solution militaire pour contrer les groupes armés. Bruno Minas a demandé leur avis à des habitants de Goma. Il y a des sujets que l'on n'aborde pas facilement dans la rue à Goma. Partout, on vous dit qu'il y a des espions infiltrés qui peuvent vous écouter et vous régler votre compte la nuit, dit ce cambiste du marché. Parler des choses, c'est tout un problème. Parce qu'on ne sait pas qui est M23 et qui ne l'est pas. Côté M23, il y a des traîtres. Du côté FARDC, il y a aussi des traîtres. Faut-il négocier avec le M23? C'est une question sensible. Jean-Pierre, qui se présente comme un businessman, préfère se mettre à l'abri des oreilles indiscrètes dans une voiture. Avec le M23, il n'y a pas à négocier. Il faut qu'il ait une armée forte pour écraser le M23, militairement. Pas politiquement. Politiquement, les politiciens nous embrouillent avec des sommets. La brigade d'intervention des Nations Unies est une bonne chose, selon certains. La population demande toujours la venue de cette brigade pour que le phénomène d'M23 et le reste puisse se terminer. Mais d'autres pensent qu'elle coûtera trop cher. Qu'on donne cet argent à notre armée pour que notre armée puisse se défendre. Parce que c'est impossible de donner 40 000 francs à un Congolais et puis un type comme Tanzanien ou Sud-Africain lui donner $2 000. 40 000 francs congolais, c'est moins de $50. Les soldats congolais touchent maintenant en fait un peu plus, mais toujours en dessous de 100. Bruno Minas, Goma, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Des Nations Unies aux casques bleus, à leur professionnalisme et à leur dévouement, des casques bleus dont la mission n'est pas seulement militaire. Sur le terrain, ils tentent d'améliorer aussi le quotidien des populations. On écoute d'ailleurs le témoignage du conseiller militaire du département de maintien de la paix, le général Babacar Gaye, qui avant d'officier à New York commandait la force de la MONUC en RDC. J'ai toujours pensé que le plus grand inconvénient de la guerre, c'était qu'il hypothéquait en partie l'avenir des enfants parce qu'ils n'allaient pas à l'école. Et chaque fois que j'ai vu qu'on arrivait à remettre les enfants dans une école, qu'ils arrivaient, malgré toutes les difficultés, à préparer leur avenir, j'en tirais secrètement et personnellement le sentiment que nous avions fait quelque chose d'utile et d'important. Il y a une image particulière qui vous revient toujours, qui ne vous quitte pas des yeux? Le Congo est un si beau pays, mais disons que je le vois en vert parce que c'est un pays qui a la chance d'être vert. Je le vois aussi en bleu parce que c'était le béret que je portais. Et bon, ces couleurs sont également celles
qu'on voit en partie dans le drapeau congolais. C'est peut-être cette image, cette combinaison de couleurs du bleu et du vert. Toujours dans l'actualité africaine et selon Radio Okapi, l'appel du président tanzanien Jakaya Kikwete au Rwanda et à l'Ouganda de négocier avec leurs rebelles a été bien accueilli dans certains milieux politiques en RDC. François Mwamba, le tout nouveau coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre de paix d'Addis Abeba, a salué la proposition du chef de l'État tanzanien. Ce dernier estime en effet donc qu'il faut une solution globale aux problèmes d'insécurité qui se posent dans la région des Grands Lacs. Deux réunions. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les casques bleus fêtent ce mercredi la journée qui leur a été dédiée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo, plus précisément l'Est du pays, accueille la plus importante force onusienne dans le monde avec 17 000 hommes. Une brigade d'intervention en déploiement dotée d'un mandat offensif pour combattre les groupes armés viendra renforcer ses effectifs. Mais en RDC, les casques bleus sont critiqués pour leur immobilisme face aux exactions commises par les groupes rebelles. Que pensent les populations à Goma de la présence de la mission de l'ONU, la MONUSCO? John Kanyunyu, notre correspondant, a tendu son micro à quelques habitants de la capitale du Nord Kivu. Pour les casques bleus, je vois qu'ils ne sont pas vraiment à la hauteur de leur mandat. Depuis qu'ils sont ici, ils sont venus juste pour amener la paix, mais c'est pas la paix qu'ils ont amenée. C'est juste dans des villages, il y a encore de la guerre, il y a encore les gens qui sont en train de mourir. Et pour moi, je trouve même pas à quoi bon ils sont encore là. Je crois que si notre FARDC est même resté ici, je crois que ça pourrait être mieux que les casques bleus parce que je vois rien. Ils font rien du tout. Au début, on avait comme impression qu'ils sont venus pour le tourisme. Maintenant, comme il y a la brigade d'intervention, ce sont des Tanzaniens, ils parlent Swahili comme nous. Malheureusement, ils sont venus en retard parce que lorsqu'il y avait des Indiens, des Pakistanais, il y avait d'abord problème, à part d'abord les sécurités, il y avait problème de langage. Maintenant comme les Tanzaniens sont là, on va voir ce qu'ils vont faire. Je réponds au nom de Chico Ilunga. Moi, mon point de vue par rapport à la MONUSCO, je vais trouver que la MONUSCO vraiment n'a pas bien travaillé. Parce que s'il avait bien travaillé, on ne pouvait pas faire appel à la force neutre, la force d'intervention. Mais comme vous-même vous venez de constater, on a fait appel à de nouvelles forces pour dire que vraiment, ils n'ont pas été à la hauteur de leur travail. C'est ça mon point de vue. C'est ça. Moi, c'est Bijunzao de Goma. De ma part, je crois que la MONUSCO doit sortir parce qu'ils ne font rien. Ils ne font rien, nous souffrons, nous mourons tous les jours et tous les temps. La MONUSCO doit sortir. Il doit rentrer définitivement parce qu'ils ne font rien. À Goma, nous souffrons. Nous mourons. Goma est tombé alors que nous avons la MONUSCO ici à Goma. Nous ne savons pas pourquoi l'M23 est entré alors que nous avons aussi le soutien de la MONUSCO. À mon avis, je crois que la MONUSCO doit sortir. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De la femme violée en République démocratique du Congo, je vous le disais en titre, le plaidoyer de la première dame française Valérie Trierweiler. Ce sera demain jeudi à Genève à la 23e session du Conseil des droits de l'homme où elle interviendra devant les différents ambassadeurs en vue d'obtenir une résolution en faveur des femmes violées en République démocratique du Congo, la RDC, où le viol est utilisé désormais comme arme de guerre aussi bien par les groupes rebelles que par l'armée régulière depuis 2012. La première dame française prendra la parole à Genève en sa qualité d'ambassadrice de la Fondation France Liberté qui a déjà envoyé 4 médecins en RDC, notamment pour la formation des praticiens. La RDC encore, 6 nouveaux cas suspects de la fièvre hémorragique à virus Ebola recensés entre le 1er et le 12 mai dans la zone de santé de Mongo, au nord-est du pays, où la fin de l'épidémie avait été déclarée en novembre de l'année dernière. Le virus Ebola, qui n'a ni traitement ni vaccin, se transmet par contact direct avec le sang, les sécrétions corporelles, la sueur, les urines, les selles, par voie sexuelle et manipulation sans précaution des cadavres contaminés. Cette maladie mortelle se caractérise par la fièvre, des vomissements, des coliques abdominales, des diarrhées sanguinolentes et des saignements de gencives. La RDC ou la société civile du Nord Kivu dénonce le renforcement des capacités en hommes, en armes et en munitions du
du M23 avec le soutien du Rwanda, la société civile congolaise qui tire par ailleurs la sonnette d'alarme sur l'existence, selon elle, des mouvements qui procèdent actuellement à des enlèvements dans la localité de Beni. Omar Kovotam est le vice-président et porte-parole de la société civile dans le Nord Kivu. Nous l'écoutons à ce sujet sur des propos recueillis par nos confrères de la radio Okapi. Nous devons souligner qu'en dehors du M23, il s'observe aussi l'émergence des groupes terroristes au Nord Kivu. Et c'est plus à territoire de Beni où un groupe terroriste qui utilise le nom ADF Nalu avec associés des sujets ougandais, rwandais, tanzaniens, kenyans, somaliens, libyens, pakistanais, indiens est en train d'enlever des civils. Nous venons d'enregistrer 500 civils enlevés par ces groupes terroristes dans l'intervalle entre 2010 et 2013. Et très récemment, la semaine dernière, 15 civils ont été enlevés au chef-lieu de la collectivité de Benimbao, ce qui signifie que la dangerosité est grave et le gouvernement, comme les Nations Unies, doivent prendre des dispositions pour en finir avec ces groupes terroristes. Les casques bleus des Nations Unies en République démocratique du Congo qui commémorent aujourd'hui la journée qui leur est dédiée, la journée des casques bleus, qui est aussi l'occasion de rendre hommage aux soldats de l'ONU tombés en mission de paix à travers le monde. Sur l'intérêt de cette journée, je vous propose d'écouter le porte-parole militaire de la MONUSCO à Kinshasa, Félix Basse, au micro de nos confrères de la radio Okapi. Journée internationale des casques bleus de l'ONU, commémorée chaque année le 29 mai, conformément à la résolution 57, la barre 129, rend hommage pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur courage aux 111 000 casques bleus, hommes et femmes, qui ont servi et continuent de servir dans les 15 opérations de maintien de la paix de l'ONU. Donc c'est aussi l'occasion d'honorer la mémoire de plus de 3100 casques bleus de l'ONU qui ont perdu la vie au service de la cause de la paix, dont 111 hommes et femmes en 2002. Pour nous, cette journée constitue aussi une occasion pour rendre un hommage solennel à tous ceux qui sont tombés en service et témoignons notre solidarité aux quelques 111 000 soldats et policiers originaires de 116 pays qui sont sur le terrain et continuons de faire évoluer nos opérations pour mieux protéger et mieux aider les civils qui en ont besoin. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO a réaffirmé son engagement à neutraliser les groupes armés qui opèrent dans l'est du pays. La MONUSCO réagissait aux préoccupations selon lesquelles la brigade d'intervention onusienne, dont les premiers éléments seront des Tanzaniens, Malawites et Sud-Africains, ne serait pas disposée à affronter les rebelles du FDLR. On écoute le porte-parole de la MONUSCO, Manoj Munumbai. Je pense que la mission de la brigade d'intervention est claire. Neutraliser tous les groupes armés qui opèrent dans la zone d'opération de cette brigade. Dans cette zone, il n'y a pas que le M23, il y a aussi les FDLR. Tous ceux qui concourent à insécuriser la population seront combattus par cette brigade. Manoj Munumbai, selon le patron des opérations de maintien de la paix, Hervé Ladsou, la brigade d'intervention de l'ONU devrait être opérationnelle à la mi-juillet. Par la RDC, où 6 cas suspects d'Ebola ont été recensés dans le nord-est du pays. C'est ce que l'ONU a annoncé hier lors de sa conférence de presse hebdomadaire à Kinshasa. Il faut rappeler que la précédente épidémie avait son épicentre à Iziro, à environ 240 km de Mongo. Elle avait fait 62 cas, dont 34 décès, d'après l'ONU. Toujours en RDC, il faut noter cette relative accalmie après les violents combats de la semaine dernière dans le Nord Kivu entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales. Mais la situation humanitaire des populations qui ont été affectées par ces combats reste toujours très critique. Omar Kavota est le responsable de la société civile du Nord Kivu. Il s'observe une accalmie relative, mais nous observons en même temps qu'à la suite de cette accalmie, il y a le isolement du M23 qui continue à se renforcer, naturellement par des troupes rwandaises qui continuent à traverser la frontière. Et nous pensons que le gouvernement devait faire attention face à ces renforcements parce que l'épisode n'est pas encore terminé et nous craignons que les affrontements puissent d'un moment à l'autre reprendre si on n'est pas attentif.
Et également, il y a cette situation humanitaire des personnes déplacées qui étaient dans les cas de Mugunga, où les éléments du M23 avaient lancé une bombe. Et maintenant, déplacés de Mugunga vers le centre-ville de Goma, qui vivent sans assistance. Il y a des bombes qui avaient été lancées également dans les quartiers de Ndosho, détruisant des maisons. Toutes ces personnes, y compris ces déplacés, vivent aujourd'hui sans assistance humanitaire. D'autres sont sans abri, d'autres n'ont pas de quoi vivre. Et nous pensons que le gouvernement devait agir le plus tôt pour venir au chevet de ces personnes qui traversent des moments pratiquement difficiles. Ces bombes ont été lancées lors des derniers combats? Tout à fait. Et la situation humanitaire de ces personnes est inquiétante. Elles ont d'ailleurs lancé un cri d'alarme pour demander l'assistance du gouvernement parce qu'elles ont été victimes de ces combats qui ont opposé les militaires loyalistes aux rebelles du M23. On parle aussi d'un autre groupe qui vous inquiète. C'est quel groupe? Il s'observe l'émergence d'un groupe terroriste à territoire de Beni. C'est vraiment au nord de la province du Nord Kivu, dans la vallée de la Semuliki, à plein parc de Virunga. Ce groupe terroriste utilise le nom ADF-NALU. Mais lorsque nous avons documenté des éléments par rapport à son existence, il s'observe qu'à il y a des éléments d'origine ougandaise, d'autres soudanaises, des Somaliens, des Kenyans, des Tanzaniens et des Congolais. Et ces personnes opèrent dans cette partie vraiment à terroristes. Jusqu'à ce jour, ils ont enlevé au moins 500 civils et nous avons documenté au niveau de notre structure 300 cas et des personnes sont enlevées dans les territoires de Beni, particulièrement au secteur de Beni-Mbao. La dernière semaine, plus de 15 civils ont été enlevés et cette situation nous inquiète énormément. Et que disent les FARDC? Jusqu'à présent, nous nous étonnons du silence des FARDC. Mais nous en avons déjà alerté toutes les autorités gouvernementales. Ces autorités promettent que des dispositions seront prises, mais nous sommes en train de nous étonner qu'après enlèvement de plus de 500 civils, que cela ne fasse pas la préoccupation de notre gouvernement. Nous avons toujours des promesses et malheureusement sur le terrain, rien ne s'est fait. C'était Omar Kavota, le responsable de la société civile du Nord Kivu. Il était joint à Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Démocratique du Congo, la brigade d'intervention de l'ONU chargée de combattre les groupes armés devrait être opérationnelle mi-juillet. C'est ce qu'a indiqué hier le chef des opérations de maintien de la paix, Hervé Latsou. Pendant ce temps, l'armée congolaise continue de consolider ses positions autour de Goma. Les FARDC ont ainsi transformé le village de Moutao, attaqué et occupé par le M23 la semaine dernière, en poste avancé. Notre envoyé spécial Bruno Minas s'est rendu sur la ligne de front. La piste est à peine praticable. Le 4x4 gravit les basses pentes du Nyiragongo, la terre volcanique et fertile, des champs de pommes de terre, patates douces, maïs, manioc, haricots verts, mais pas un paysan pour récolter. Les civils ont fui. Au village de Mouja, on trouve cependant 3 femmes venues vendre des poissons secs et de la farine. L'une d'elles explique qu'elle a appris que les militaires venaient de toucher leur solde, alors elle a marché depuis son camp de réfugiés à Goma pour gagner de quoi nourrir ses enfants, mais elle ne restera pas cette nuit. Les civils doivent encore se tenir à l'écart, reconnaît le colonel Amouli, porte-parole de l'armée. Ils peuvent venir, mais c'est à leur risque et péril. On les persuade de ne pas trop s'approcher. Arrivé au bout du chemin, c'est Moutao. Les soldats occupent les maisons, mais respectent la consigne de ne pas investir l'école, rester vide et silencieuse. Les treillis sèchent sur les toits de tôle. À côté d'une pièce d'artillerie, les officiers ont les yeux braqués sur une petite colline. Vous voyez le flanc gauche là? C'est là où se trouve le M23. Mais là, vous êtes en dessous d'eux, donc à portée de tir. Oh, nous sommes en opération, nous sommes sur la ligne de feu. Les FARDC disent n'attendre que les ordres pour aller plus loin. Comme vous le voyez, tous nos militaires ont le moral au zénith, prêts à lancer un assaut, et si pas même d'aller jusqu'à Kibumba et même à Rutshuru. Bruno Minas, Goma, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Avec le Conseil de sécurité et à l'issue de plus d'une semaine de tournée dans la région des Grands Lacs d'Afrique, Ban Ki-moon a tenu un point de presse mercredi soir au siège de l'ONU à New York. Le secrétaire général a réitéré le soutien et l'appui des Nations Unies à la mise en œuvre intégrale de l'accord-cadre sur la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région. Maa Fayek.
Devant les correspondants de la presse, Ben Ki-moon insistait que l'accord cadre sur la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo donne à la population de l'Est de la RDC la meilleure chance pour la paix, non sans omettre de préciser que la sécurité n'était qu'un élément d'un processus politique beaucoup plus vaste. Mais le point de presse de Ben Ki-moon, initialement prévu sur la RDC et la région, a vite pris un autre virage. Les journalistes sont pressants de lui demander de leur rendre compte des préparatifs de la conférence de Genève sur la Syrie. Ben Ki-moon a expliqué que ces préparatifs étaient en cours et qu'il travaillait en étroite coordination avec John Kerry, Sergei Lavrov et Vladimir Poutine. Cependant, aucune information n'a filtré sur la date de la tenue de la conférence, ainsi que l'identité, l'obédience et les affiliations politiques des participants syriens. Enfin, répondant à une question sur la levée de l'embargo sur les armes pour les rebelles syriens, Ban Ki-moon en a profité pour camper sur la position qui a toujours été la sienne, à savoir son rejet de la solution militaire au profit de celle politique. En RDC, la brigade d'intervention de la MONUSCO, une brigade chargée de combattre les groupes armés à l'est de la RDC, devrait être opérationnelle à la mi-juillet, indique le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Hervé Latsous. De Kinshasa, la correspondance de Michel Kifinda de Radio Okapi. Au cours de sa tournée la semaine dernière dans la région des Grands Lacs, le secrétaire général de l'ONU tablait sur 1 ou 2 mois pour le déploiement de la brigade d'intervention de l'ONU. Ban Ki-moon avait souligné la nécessité d'accélérer le déploiement en raison de la poursuite des combats autour de Goma. Hier mercredi, le patron des opérations de maintien de la paix a donné plus de précisions sur la date de l'opérationnalisation de cette brigade. Nous espérons que la brigade d'intervention pourra être opérationnelle dans quelques semaines, probablement d'ici la mi-juillet, a indiqué Hervé Latsous. Cette unité, composée de 3000 soldats, viendra renforcer la MONUSCO, la mission de l'ONU la plus importante au monde, forte de 17 000 hommes et chargée de la protection des civils. Signalons enfin que plus d'une centaine d'éléments de la brigade d'intervention, essentiellement des nationalités tanzaniennes, sont déjà arrivés à Goma dans le Nord Kivu. Pendant ces temps, les déploiements des militaires malawites et sud-africains continuent à se faire attendre. Et puis Afrique toujours, le Conseil. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les Nations Unies ont signalé des cas suspects de fièvre Ebola dans le nord de la République démocratique du Congo. Ils ont été détectés dans la zone de santé de Mongo, en province orientale, à environ 200 km de la frontière avec la République centrafricaine et à environ 700 km de la frontière ougandaise. Sylvestre Ntumba Mudingai, du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, a annoncé la nouvelle au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies à Kinshasa. On l'écoute. 6 cas suspects de la fièvre hémorragique à virus Ebola ont été rapportés entre le 1er et le 12 mai dans la zone de santé de Mongo, dans le territoire d'Akiti. Nous sommes dans le district du Bazouélé. Avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, une équipe de la division provinciale de la santé est descendue sur le terrain pour investiguer et prélever des échantillons. Les résultats sont attendus. Sylvestre Ntumba Mudingai. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Encourageant à signaler pour les populations du Sud Kivu, et il s'est produit dans le territoire de Shabunda où les milices Raya Mutomboki et Yakuntumba se sont engagées à ne plus mener des attaques contre les positions des FARDC. Elles viennent de le déclarer dans un accord signé avec les autorités locales, nous dit notre correspondante au Sud Kivu, Jolie Kamuntu. L'administrateur du territoire de Shabunda, un territoire situé à 300 km de la ville de Bukavu, M. Daniel Elo Konsala, a annoncé avoir signé un accord avec les chefs de milice Raya Mutomboki et Yakutumba, 2 grandes milices de cette contrée de la province du Sud Kivu. Selon cet administrateur du territoire, les 2 groupes armés se sont engagés à ne plus attaquer les positions des forces armées de la RDC et ont renoncé à toute forme de violence contre les populations civiles. Ils ont également décidé de mettre en place une coordination de toutes les milices actives dans la chefferie Wakabangu 1er dans ce même territoire de Shabunda. Cette structure aura pour mission d'élaborer un cahier des charges qui reprendra les revendications de tous les groupes armés et sera remis au gouvernement congolais. Les 2 milices s'engagent également à supprimer toutes les barrières érigées illégalement dans le territoire de Shabunda. Le coordinateur de la société civile à Shabunda et le président de la Fédération des entreprises du Congo ont salué la signature de cet accord.
accord qui, selon eux, facilitera la circulation des personnes et de leurs biens. Mais ils demandent aux parties signataires de respecter les prescrits de leurs engagements. Notons que Chabunda est l'un des territoires où les Forces démocratiques de libération pour le Rwanda, FDLR, et les autres groupes armés congolais sèment terreur et désolation. Ces guerres à répétition dans ces territoires ont occasionné des déplacements massifs des populations et la dégradation de la situation sécuritaire. Bukavu, Jolie Kamuntu, la voix de l'Amérique.